Bon, ben, on va commencer. Alors, notre sujet pour aujourd'hui, c'est un aspect de la biologie évolutive qui est un peu particulier. Il s'agit de l'évolution de la coopération. Et ça, c'est un sujet intéressant parce que ça démarre d'un paradoxe. On va essayer de comprendre d'abord pourquoi l'existence de la coopération euh, dans la biologie présente un problème pour la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Ensuite, on va essayer d'examiner les différentes solutions proposées pour résoudre ce problème. Donc le premier était la sélection de groupe. Et pour vous, il va falloir comprendre les arguments pour et contre. Deuxième tentative, c'est la théorie de la kin selection, ou sélection par parentèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une chose qui va être importante, c'est ce truc-là qui s'appelle le coefficient de relation. Donc, il va falloir comprendre ce que c'est ça et comment les appliquer au moins dans ce sorte de situation imaginaire. Une autre explication pour l'existence de la coopération, c'est l'altruisme réciproque. Et une chose que l'on voit, c'est que s'il s'agit des interactions entre deux individus qui vont devoir décider comment ils vont agir lors de l'interaction, et certaines stratégies permettent l'émergence de la coopération au niveau de la population, et notamment la stratégie que l'on appelle tit for tat. Donc il s'agit de comprendre pourquoi cette stratégie est si forte. Ensuite, on verra qu'en fait, cette explication théorique n'explique pas tout, et on va regarder de façon un peu plus large les relations qu'il peut y avoir entre le parasitisme et le mutualisme, et quels sont les facteurs qui favorisent l'évolution d'un parasitisme vers un mutualisme. Et on va essayer de résumer un peu tout ça à la fin du cours. Donc, pour démarrer, alors, quel est le problème avec l'existence de la coopération en biologie pour la sélection naturelle? D'abord, il faut être clair sur ce que l'on veut dire. Donc, pour nos fins, on va définir la coopération comme un comportement qui apporte un bénéfice à un autre individu. Et un comportement coopératif peut être soit un mutualisme. Dans ce cas-là, on a deux individus qui interagissent. Chacun retire un bénéfice via cette interaction. Donc, chacun donne quelque chose, chacun reçoit quelque chose, et on a un bénéfice net pour les deux partenaires. Donc, ça, c'est le mutualisme. À côté de ça, on a ce qu'on appelle l'altruisme. Dans ce cas-là, on a un donateur, lui, il supporte un coût, et il donne quelque chose, de l'aide, de la nourriture, des ressources au deuxième individu, c'est le receveur, qui, lui, reçoit un bénéfice. Alors, le problème, c'est que si on considère que la sélection naturelle est basée sur la compétition et le chacun pour soi, c'est très difficile d'imaginer comment un mutualisme et a fortiori un altruisme pourrait émerger si chacun est en train d'essayer de tirer un maximum de bénéfices pour soi-même. Et donc ça, c'est ça le paradoxe. Et c'était quelque chose qui était soulevé au XIXe siècle, pas par un biologiste, mais par un anarchiste russe vivant à Londres, le prince Kropotkin, qui lui était outré par ce qu'il considérait comme les conséquences politiques du point de vue darwiniste. C'est-à-dire que dans une population d'individus, chacun doit agir pour soi et rentrer dans une compétition effrénée. Donc c'était contre ses convictions politiques,
et il pensait que la nature ne pouvait pas être organisée d'une telle sorte. Donc, il a publié en 1888 un livre où il a essayé de ramasser des exemples dans la biologie qui montraient que la coopération était en fait une facette importante de la biologie et que l'évolution ne pouvait pas se résoudre à une compétition inter-individuelle. Donc c'est un peu curieux que les critiques de Darwin venaient de quelqu'un, a priori, qui avait des intérêts politiques, mais force est de constater que le critique de Kropotkin était justifié, parce que quand on regarde bien, il y a de nombreux exemples de coopération dans la biologie. Donc ces exemples peuvent être intra-espèces, donc les individus de la même espèce vont coopérer. Donc chez les chauves-souris vampires, il est fréquent qu'un individu va regurgiter une partie de son repas sanguin pour donner à manger à un autre individu qui n'a pas réussi à trouver un repas pendant la nuit. Donc c'est une aide qui est donnée à un autre individu. Chez les oiseaux, plusieurs espèces d'oiseaux qui, quand ils voient un rapace circuler dans le coin, ils vont émettre un cri d'alarme qui met sur l'alerte tous les autres individus du groupe. Or, le fait de donner le cri d'alarme comporte un certain risque parce qu'il peut attirer l'attention du rapace sur lui-même. Donc, ce n'est pas gratuit de faire ça. Ça comporte un certain risque pour l'individu. Néanmoins, ils le font. Donc, c'est un comportement altruiste, en quelque sorte. Et l'exemple le plus frappant, c'est peut-être des insectes sociaux, où on a des ruches d'abeilles ou des colonies de fourmis, où la grande majorité des individus travaillent ensemble un petit peu pour favoriser la reproduction de la reine et pas pour favoriser leur propre survie ni leur propre reproduction. Donc c'est un altruisme poussé à l'extrême pour les travailleuses chez les abeilles, par exemple. Et quand on regarde bien, il y a aussi de nombreux exemples de coopération interespèces où deux organismes totalement différents vont rentrer en symbiose pour former une association sur le long terme qui est bénéfique aux deux partenaires dans la symbiose. Et ces exemples ne sont pas rares, ils sont extrêmement fréquents. Donc on peut citer les lichens, par exemple. C'est une association entre une moisissure et des algues photosynthétiques, les micro-organismes photosynthétiques, et pareil, les coraux, une association entre des animaux et puis des algues photosynthétiques. Alors, certaines de ces symbioses sont extrêmement importantes et sont à la base d'écosystèmes entiers. Évidemment, les récifs coralliens sont basés sur cette symbiose. Sans la symbiose, cet écosystème n'existerait pas. Donc, ce n'est pas une sorte d'exception mineure dans la biologie, la coopération. C'est une facette très importante et effectivement, si on ne peut pas rendre compte de l'existence de la coopération dans le cadre de l'évolution par la sélection naturelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à la théorie de la sélection naturelle et qui n'explique pas toute l'évolution du vivant. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu du cours d'aujourd'hui, de voir si on peut expliquer l'émergence de la coopération d'une façon qui est cohérente et qui ne va pas casser les règles de la sélection naturelle. Alors, première tentative de trouver une explication de l'existence de la coopération cohérente avec l'évolution, c'était proposé par un biologiste anglais, M. Wynne Edwards, qui était un ornithologue à la base. Donc, il étudiait le comportement des populations d'oiseaux en Angleterre et puis dans le nord de l'Europe. En Angleterre, Écosse et dans le nord de l'Europe. Alors, lui, il proposait que, dans certains cas, les animaux vont se comporter pour le bien du groupe
et pas forcément pour leur bien individuel. Et l'exemple qu'il donnait en premier lieu, c'était la gestion de ressources dans une population d'animaux. Et donc, il disait, bon, si on avait tous les individus qui essayaient de consommer un maximum de leurs ressources alimentaires, dont l'air habité par la population, bah, on aurait un épuisement des ressources et toute la population périrait, parce qu'on n'aura plus rien. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La population reste à un niveau stable, donc il y a une sorte de gestion de ressources qui est gérée par la survie du groupe et pas vraiment la survie de l'individu. Alors, il a proposé ça dans un livre publié en 1962, et par la suite, il était largement critiqué par de nombreux biologistes pour deux types de raisons essentiellement. D'abord, pour les raisons théoriques, donc ça, c'était des biologistes qui travaillaient un petit peu en génétique des populations et sur les aspects théoriques, un petit peu mathématiques de l'évolution. Et donc, pour eux, leur critique, c'était que, OK, on propose, M. Wynne Edwards, vous proposez que, dans certains cas, on a une sorte de conflit entre l'intérêt au niveau de l'individu et au niveau du groupe. Et selon les théoriciens, ils ont dit, mais ça ne peut jamais marcher. Enfin, si une telle condition existait, ce serait toujours les intérêts au niveau de l'individu qui primeraient. Parce qu'ils ont dit, OK, le temps de génération des individus, c'est très très court. Donc, l'évolution au niveau de l'individu peut être très très rapide. Tandis que, bon, les groupes, les populations, leur temps de génération, si on peut le conceptualiser comme ça, va être très lente. Donc, l'évolution au niveau du groupe sera toujours plus lente et plus faible. Donc, les théoriciens ont rejeté un petit peu les arguments de Wynne Edwards en disant, bon, ça ne peut jamais marcher votre truc. De l'autre côté, il y avait des biologistes qui avaient un point de vue beaucoup plus, je sais pas comment dire, direct, pratique, qui ont dit que, OK, j'accepte un petit peu votre argument, mais on va voir dans les observations, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les populations d'animaux gèrent leurs ressources? Et ils disent bah, souvent non. Et l'exemple un petit peu classique, c'est les courbes de oscillation de population prédateur-proie. Donc, si on a un prédateur qui va manger sa proie ici, ce qui se passe, c'est que bon, les individus dans la population de prédateurs vont essayer d'attraper le maximum. La population du prédateur va augmenter, ce qui va entraîner une chute dans la population de la proie. Ben, du coup, le prédateur ne trouvera pas assez de proie à manger. Donc, à son tour, la population va chuter. Et puisque la population de prédateurs chute, ben, il y a moins de pression sur la proie, donc sa population peut augmenter. Donc, ces niveaux de population vont osciller dans le temps et les deux courbes vont être liées. Donc, sur le long terme, il y a un équilibre qui s'installe, mais ce n'est pas parce que les prédateurs vont limiter leur consommation de la proie. C'est juste une sorte de propriété émergente des actions au niveau de l'individu qui font que, bon, ben, on a une sorte de système qui est stable. Il n'y a pas vraiment de comportement au niveau du groupe de prédateurs qui fait que, OK, on va limiter notre consommation de la ressource. Donc, pendant les années 1960, les idées de Wynne Edwards sur la sélection de groupe ont été rejetées et puis, du coup, les biologistes ont cherché d'autres explications pour l'émergence de la coopération. Alors, la prochaine tentative, c'est ce qu'on appelle la kin selection, ou la sélection de parentèle. Et avant vraiment d'expliquer ça, il faut faire un petit détour et regarder ce que c'est la valeur sélective darwinienne, telle qu'on peut l'étudier en écologie. Alors, en génétique des populations, on a vu que la valeur sélective d'un individu avec un génotype donné est donnée par la valeur oméga, qui est la viabilité de l'individu multipliée par sa fertilité. Donc l'idée, c'est que lorsque l'on a à chaque génération, on a un certain nombre d'individus qui sont nés, qui vont avoir des valeurs oméga différentes.
Et ce sont des individus avec les valeurs sélectives darwiniennes les plus élevées qui vont survivre et qui vont se reproduire et seront à la base de la prochaine génération, la génération suivante. Donc ça, c'est la prédiction théorique. En écologie, si on veut étudier une population réelle dans son environnement naturel, comment on le fait? Donc on peut concevoir, enfin, imaginer très facilement que dans une population de plantes d'angiosperme, on va avoir une sorte la valeur oméga optimale sera pas avec un investissement 100% dans la viabilité et 0% dans la reproduction. Ces individus-là vont être très robustes, mais ils ne vont pas se reproduire. Donc, F égale 0, valeur oméga égale 0. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, si la plante investit 100% dans la production de fleurs et 0% dans la production de tiges et de feuilles, bon, peut-être la fertilité, la F ici sera très élevée, mais viabilité, ça sera 0, ça aussi dans oméga 0. Donc, l'oméga maximal sera quelque part entre ces deux extrêmes. Mais dans des situations réelles, il est extrêmement difficile de dire, OK, l'optimal, ce sera, je sais pas, 60% d'investissement en tige-feuilles, 40% d'investissement dans les feuilles graines, fleurs et des graines. Dans une population réelle, dans les situations précises de chaque individu, c'est un tout petit peu différent. Vraiment très difficile de mesurer et d'avoir une valeur objective de la valeur sélective darwinienne des individus dans une vraie population. Alors, les écologistes ont tourné l'argument un petit peu sur sa tête en disant, OK, si on accepte que la sélection darwinienne est exacte, c'est vrai, alors on peut mesurer la valeur sélective darwinienne d'un individu simplement en comptant le nombre de progénitures de cet individu qui survivent jusqu'à l'âge adulte dans la génération suivante. Donc, c'est ce qui était devenu la mesure en pratique de la valeur sélective darwinienne des individus dans une population réelle. Alors, c'était sur ce contexte-là qu'a fait un petit peu l'observation suivante un autre biologiste britannique, W.D. Hamilton, un petit peu après Wynne Edwards. Parce que lui, il s'est rendu compte que une valeur sélective d'un individu ne s'applique pas seulement à sa descendance directe. Parce qu'il a dit, alors imaginez ce type de cas. Okay, on a un arbre généalogique ici. Imaginons que cet individu-là, avec le génotype petit a, n'a pas de descendance directe. Donc, pour cet individu-là, sa valeur sélective oméga égale 0, fertilité 0, oméga égale 0. Mais imaginons que pendant sa vie, il prodigue ou il donne de l'aide à un autre membre de sa famille qui partage le même génotype que lui. Et dans ce cas-là, cet individu-là aura sa descendance favorisée. Donc, dans ce cas-là, une aide altruiste qui bénéficie aux parents un peu plus éloignés, pas ses propres enfants, peut favoriser les gènes, ou plutôt les allèles, qui sont partagés entre ces individus-là. Donc, d'un point de vue, non pas de l'individu, mais des allèles que porte cet individu-là, la valeur sélective de cet individu-là n'est pas 0. Parce que par ses actions, par son comportement, il a favorisé la transmission des allèles qu'il porte en lui. Et Hamilton a dit, c'est ça qui est important en biologie, ce n'est pas la survie de l'individu ou la transmission directe. Les individus, tout le monde dans cet amphi-là, on va mourir. On n'est pas immortel. Mais les allèles que nous portons, c'est ça qui est immortel, c'est ça qui est transmis. On garde des allèles qui sont en nous, nous ont été transmis dans une lignée ininterrompue depuis il y a 3,4 milliards d'années. Si ce n'est pas ça l'immortalité, je ne sais pas ce que c'est. Donc, Hamilton il a dit, OK, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est la valeur sélective inclusive, c'est-à-dire la valeur sélective darwinienne. Ça, c'est le comptant de nombre de la descendance directe d'un individu dans une population. Et on doit aussi compter les effets positifs sur la survie des parents, qui partagent un certain nombre d'allèles avec l'individu concerné.
Alors, si on fait ça, le coup de génie un peu d'Hamilton, c'était de se rendre compte que si c'est vrai ça, si on regarde, si on tient en compte ce type d'aide prodiguée aux parents, ça donne des conditions qui permettent l'altruisme d'émerger. Parce que ça serait favorable au niveau de la transmission des gènes. Et il a pu résumer ces conditions dans une inégalité très très simple, qui est celle-ci. Donc, l'altruisme va être favorable et donc pourra émerger par l'évolution si C est inférieur au B multiplié par R. C, c'est le coût pour le donneur altruiste. B, c'est le bénéfice qui est reçu par le receveur. Et R, c'est le coefficient de relation. Et donc, c'est vraiment la première fois que quelqu'un a proposé une solution à l'existence d'un certain comportement coopératif qui était totalement cohérent avec tout ce qu'on savait en termes de théorie de l'évolution et génétique des populations. Donc c'était ça l'importance de cette théorie. Alors R, c'est quoi R? Coefficient de relation, c'est sa définition exacte, c'est la proportion moyenne d'allèles chez un individu A qui sont identiques chez un parent B. Donc, jumeaux identiques, génétiquement 100% identiques, le coefficient R égale 1. Moi et ma sœur, on partage 50% de nos allèles, au moins sauf si nos parents nous cachent quelque chose. Et donc, avec des parents plus éloignés, on a de moins en moins d'allèles en commun. Alors, comment on le calcule? C'est qu'on prend R, c'est 0,5 puissance n, multiplié par le nombre de parents en commun. Donc, n, c'est le nombre de pas dans l'arbre généalogique. Donc, A et son père C, ou sa mère C, c'est un pas dans l'arbre généalogique, un parent en commun, 0,5. A et sa sœur, 2 pas dans l'arbre généalogique, donc on a 0,5 puissance 2, donc 1 quart, mais on a 2 pas en commun, donc 0,5. Et donc on peut s'amuser à calculer le coefficient de relation entre des parents de plus en plus éloignés. Donc on partage un quart de son patrimoine génétique avec un oncle ou une tante ou avec un neveu ou une nièce, on partage 1/8 avec des cousins. Donc, toute la logique de la kin selection, de la sélection par parentèle, c'est que on doit être prêt à donner une aide de plus en plus importante, plus les degrés de parenté sont proches. Donc, par exemple, si ma petite sœur me demande de lui prêter 1 000 €, ou même de lui donner parce qu'elle en a besoin, je vais peut-être dire oui. Parce que c'est un parent proche. Si un de vous, là, dans l'amphi, me peut demander la même chose, c'est beaucoup moins probable. Hein. OK, donc on essaie d'appliquer ce logique pour voir si vous avez compris comment ça marche. Avec cette situation, cette mise en scène. Donc, pour trouver la réponse, et on veut ça savoir ce qui est bien, ce qui est bon à faire, okay, ce qui est la bonne chose à faire. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui est justifié du point de vue de la théorie de la kin selection. Donc, qu'est-ce que nous dit l'inégalité d'Hamilton dans ce cas précis? Okay, donc, lisez bien et décidez quel est le comportement justifié ou prédit par l'inégalité de Hamilton.
Ok, ça va là? Alors, qui dit, bah, ce que je dois faire, c'est de rester sur place sans rien faire. Ok. Qui dit, il faut pousser un cri d'alarme? 5 ou 6 mains qui montent. Qui dit, ce qui est le plus logique, c'est de retourner discrètement auprès de la troupe? On a peut-être une vingtaine de mains qui montent. Et qui est fou et qui dit qu'il faut attaquer les loups? Personne. Ok, la plupart, vous n'avez pas compris, hein, parce que vous n'avez pas donné un avis. Alors, l'idée ici, c'est de voir, ok, c'est l'inégalité qui va me dire ce qu'il faut faire. Ok? Donc, c'est quoi C? Alors, le coût potentiel, c'est 20% de chance de mourir. Ok? Donc, mon C, il est 0,2. Bénéfice pour l'individu. Là, on parle d'un truc c'est de la vie ou la mort. Là. Ok? Donc, si il survit, bénéfice, ça va être 1. 100% de vie pour cet individu-là. Et coefficient de relation, il est mis dans le truc, on a 0,17, 17% de degré de parenté entre deux individus tirés au hasard dans le groupe. Donc, est-ce que notre inégalité est respectée? Non. Donc, selon la règle d'Hamilton, l'action altruiste ne devrait pas être favorisée. Donc, si on obéit à la règle d'Hamilton, dans ce cas précis, bah, il faudrait retourner discrètement auprès de la troupe, sauver sa propre peau, et pas prendre le risque de 20% de mourir pour sauver la vie d'un parent qui partage que 17% de vos allèles. Ok, c'est peut-être méchant, mais la biologie, elle est méchante, souvent. Donc, c'est un petit peu ça, ok? Alors, on peut se poser la question, si c'était un neveu, avec un neveu, on partage 25% de notre matériel génétique. Ben, dans ce cas-là, avec la même inégalité, on devrait l'aider. D'accord? Okay, donc ça, c'est la règle d'Hamilton et sa façon d'expliquer dans quelles circonstances on doit être altruiste. Alors, quelques exemples. Bon, en biologie, donc ça, c'est un peu la prédiction théorique. Puis ensuite, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on trouve que, de façon générale, de l'aide altruiste est prodiguée vers les membres de sa propre famille? Donc, chez de nombreuses espèces d'oiseaux, quand on a un jeune qui est dans le nid, on a les deux parents qui s'occupent de lui, qui vont aller chercher de la nourriture, etc. Donc, chez les corvidés, souvent on remarque qu'il y a les parents plus un autre adulte qui aide à prodiguer les tâches pour élever le juvénile et le protéger. Quand on regarde bien, le troisième adulte, c'est souvent un grand frère ou un grand sœur, enfin, dans la majorité des cas, c'est un grand frère ou une grande sœur du juvénile. Donc, ce n'est pas un adulte tiré au hasard dans la population, c'est un parent proche qui fait ça. Alors, un autre exemple qui est un petit peu plus macabre, c'est dans une espèce de salamandre ici. Bon, la plupart des individus vont manger les petites larves d'insectes, des petits trucs, mais il y a un certain morphotype dans cette population-là qui développe un mâchoire plus grand et qui va manger ses congénères. Quand il se développe, il mange d'autres salamandres de la même espèce. Donc, ce sont des individus cannibales. Et quand on a regardé bien, ils évitent de manger leurs propres frères et sœurs. Donc, c'est une sorte d'aide altruiste parce qu'ils les épargnent, en certaine sorte. Et ils épargnent, plus la parenté est proche, moins ils ont des chances de les manger. Et troisième exemple, ce qui était un petit peu ce qui a fait la renommée de Hamilton, c'était qu'il proposait que le mode de reproduction haplodiploïde des espèces d'hyménoptères sociales était l'explication pour l'émergence de la coopération dans des insectes sociaux. Alors,
faut bien comprendre ici que chez les travailleuses ou les soldats, chez les fourmis, l'individu, ou la plupart des travailleuses, ont 0 reproduction personnelle. Donc leur valeur sélective darwinienne est 0. Donc elles sacrifient tout pour la reproduction de la reine. Pourquoi? Alors Hamilton, ce qu'il a proposé, c'est que la reine va se reproduire avec un drone, un faux bourdon, pour donner des travailleuses. Alors, lors de ce type de reproduction, donc la gamète de la reine c'est formé par méiose et les gamètes des mâles sont simplement la copie de son jeu de chromosomes parce que les mâles sont haploïdes. Donc, chaque travailleuse va partager un jeu de chromosomes hérité de son père et un jeu de chromosomes qui est un mélange des 2 jeux de chromosomes hérités de sa mère, la reine. Donc, entre 2 travailleuses dans la population, leur coefficient de relation, c'est 0,75, pas 0,5. Alors, les travailleuses, elles n'ont pas accès au drone, donc elles ne peuvent pas avoir une descendance diploïde, mais elles ont la possibilité de pondre des œufs qui vont être non fertilisés, qui vont donner lieu à un faux bourdon. Mais elles ne le font pas. Pourquoi? Parce que si elles pondaient des œufs, le coefficient de relation entre une travailleuse et le faux bourdon, le drone, serait 0,5. Donc, le coefficient de relation entre la travailleuse et son propre fils est plus faible que le coefficient de relation entre 2 travailleuses. Donc, du point de vue de la transmission de matériel génétique, une travailleuse a plus d'intérêt à favoriser la reproduction de la reine que de favoriser sa propre reproduction. Donc, ça, c'était l'explication donnée par Hamilton. Donc, initialement, ces idées ont eu un énorme succès, puis c'était vraiment une idée nouvelle, une façon nouvelle d'expliquer l'existence de ces des insectes sociaux. Mais par la suite, en faisant des observations plus poussées, on n'a pas trouvé que la réalité concordait exactement à la théorie proposée par Hamilton. Parce que quand on regarde bien, en fait, il y a plusieurs mâles dans une ruche qui contribuent à la fertilisation de la reine. Donc, le coefficient de relation entre travailleuses est inférieur à 0,75. Quand on regarde bien, il existe des espèces d'abeilles ou de guêpes qui sont haplodiploïdes, mais qui sont néanmoins solitaires. Donc, l'haplodiploïdie n'est pas la seule chose, n'est pas suffisante pour promouvoir un mode de vie social. Et l'inverse est aussi vrai, parce que les termites, qui sont d'autres types d'insectes sociaux, ne sont pas haplodiploïdes. Donc l'haplodiploïdie, ce n'est pas nécessaire pour l'émergence d'une coopération, de la coopération. Bon, néanmoins, les insectes sociaux sont rares en dehors des hyménoptères. Donc l'haplodiploïdie semble être un facteur qui contribue à l'émergence de la coopération chez les insectes. Alors, une question qui se pose quand on parle de sélection de parentèle, c'est que pour que ça marche, il faut être capable de reconnaître qui fait partie de sa famille et qui est juste un individu lambda dans la population. Donc pour les mammifères et les oiseaux, on a des bons yeux, on a des capacités neurologiques assez bien développées, donc on peut reconnaître et se souvenir de qui est qui dans un groupe. Donc ça, ce n'est pas un problème. Pour l'exemple des salamandres cannibales, ils sont développés à partir de deux fertilisés qui sont relâchés dans l'eau. Donc, il n'y a pas vraiment d'idée de famille. Ils ne se grandissent pas avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Donc, comment ils font pour reconnaître des individus? Ben, apparemment, c'est l'odorat. Plus un individu est proche génétiquement, plus son odeur sera semblable. Donc, ils distinguent le degré de parenté par l'odorat. Alors, chez des abeilles ou chez des fourmis, c'est plutôt l'odorat de la ruche ou de la colonie qui est reconnu et pas je sais pas moi, la morphologie de l'individu.
Donc, par exemple, chez les abeilles de garde qui sont là à l'entrée de la ruche, qui surveillent les entrées, ils reniflent un petit peu les abeilles qui se posent. Si elles reconnaissent l'odeur de la ruche, elles les laissent rentrer. Si elles ne reconnaissent pas l'odeur de la ruche, bon, ben, les abeilles sont exclues. Chez les fourmis, l'appartenance ou non à la colonie, c'est quelque chose qui est acquis après l'éclosion des œufs. Et c'est ça qui permet le phénomène d'esclavage chez certaines espèces. Donc certaines espèces de fourmis vont aller piquer des œufs chez d'autres colonies. Elles les ramènent chez elles. Et les fourmis qui éclosent agissent comme si elles étaient chez elles. Et elles ne se rendent absolument pas compte que tous les autres individus à côté d'elles sont 3 fois plus grandes et d'une couleur différente. Parce qu'elles ont éclos dans cette colonie-là, ça c'est chez eux. Donc l'appartenance à la famille est acquise après et en fait n'est pas liée forcément à une compatibilité génétique. Ok, donc on a vu que la kin selection, c'est une explication compatible avec la théorie de la sélection naturelle, compatible avec la génétique des populations, et qui explique un certain nombre de cas, un certain nombre de comportements coopératifs. Mais les problèmes, c'est que bon, souvent c'est difficile de distinguer la sélection de parentèle par la sélection de groupe. Parce que dans un groupe qui vit ensemble, les individus sont plus ou moins apparentés. Donc, c'est difficile de distinguer ces deux choses-là. D'autre chose, c'est que bon, la kin selection, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Parce que si vous vous souvenez à ce qu'on a fait en génétique des populations, le coefficient de sélection oméga s'applique à un génotype, à une fréquence génotypique dans la population. C'est pas forcément. Et en fait, cela englobe déjà tout ce que comporte tout ce qu'entraîne le comportement des individus avec tel génotype. Donc, certains critiques disent que Hamilton, il nous dit qu'il faut séparer la valeur sélective darwinienne individuelle et la valeur sélective inclusive, mais déjà dans des modèles classiques de génétique de population, l'oméga, c'est quelque chose qui englobe tout déjà. Donc peut-être, c'est rien de nouveau finalement. Et d'autres exemples, c'est que, bon, même en intra-espèce, certains comportements ne favorisent pas forcément les parents. Et dernière chose, qui est peut-être le plus important à mes yeux, c'est que, évidemment, la coopération interespèce ne peut pas être expliquée par la kin selection. Parce que dans ce cas-là, on a des individus qui sont d'espèces totalement différentes, donc R égale 0, et selon la règle d'Hamilton, il ne devrait pas avoir de coopération du tout dans ce cas-là. Donc ça n'explique pas tout. Ok, donc on a besoin d'autre chose. Alors, prochaine tentative d'expliquer la coopération, en comprenant un petit peu ces limitations de la règle d'Hamilton, c'était de proposer l'altruisme réciproque comme un mécanisme pour l'émergence de la coopération. Dans la règle d'Hamilton, on parle d'une coopération, d'un comportement altruiste. Il y a un donateur qui aide et un receveur qui reçoit quelque chose. Alors, l'altruisme réciproque, c'est pas vraiment ça. Okay? L'altruisme réciproque, on a une interaction bidirectionnelle où, dans l'interaction, chaque individu donne quelque chose, donc il supporte un coût, et chaque individu reçoit quelque chose, donc il reçoit un bénéfice. Et si le bénéfice est plus important que le coût, alors tout le monde est gagnant. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc on peut comprendre que ce soit bénéfique pour les deux individus. Mais le problème, c'est qu'il est difficile de voir comment un tel type de comportement aurait pu émerger et même se maintenir dans une population si il y a une tendance pour tout le monde d'essayer de maximiser ses bénéfices individuels, tel que c'est proposé un petit peu par la théorie de sélection, d'évolution par sélection naturelle. Alors, pour illustrer un petit peu ce problème théorique,
je vous invite à considérer la population suivante. Donc, on a une population de coopérateurs. Donc, chaque fois que deux individus dans cette population-là se rencontrent, ils vont interagir. Et lors de l'interaction, bon, bah, chacun va payer quelque chose, va faire des efforts, et ça coûte 2 unités de valeur sélective darwinienne. Mais lors de cette interaction, chacun reçoit 5 unités de valeur sélective darwinienne. Donc, en tout, là, globalement, chacun en sort gagnant de cette interaction. Alors, imaginons que l'on a un mutant qui apparaît dans la population, et ce mutant-là, c'est un égoïste. Donc, l'égoïste, quand il rentre en interaction avec un coopérateur, bah, le coopérateur, il paye le coût, mais l'égoïste ne lui donne rien en retour, donc le coopérateur est perdant dans l'affaire. Il perd 2 unités de valeur sélective darwinienne. Tandis que l'égoïste, lui, il reçoit de l'aide, mais il ne paye rien, donc il est super gagnant, il gagne 5 unités de sélection darwinienne. Donc, le coopérateur est perdant, l'égoïste est gagnant, donc c'est le phénotype égoïste qui est le plus adapté. Et si on raisonne en termes de génétique des populations, si on a une mutation qui est favorable, bon, il va se répandre dans la population. Donc, le comportement égoïste va devenir de plus en plus fréquent jusqu'à ce que toute la population, finalement, est devenue égoïste. Et dans ce cas-là, chaque fois que l'on a une interaction entre deux individus, bon, bah, on n'aura pas de coopération, personne ne paye, mais personne ne gagne rien. Et ça, c'est une sorte de paradoxe bizarre, parce qu'on a commencé avec la population, tout le monde avait un bénéfice, avait des interactions coopératives, donc on avait un bénéfice lors de ces interactions, et on arrive à la situation où on a des coopérations, des interactions égoïstes. Donc tout le monde, personne ne coopère avec personne, et en fait, notre valeur sélective moyenne du groupe a diminué, ce qui ne devrait pas arriver. Alors ça, c'était une sorte de, encore une casse-tête en termes de coopération et comment il peut être maintenu dans une population. Et alors, pour essayer de trouver une solution à ce problème, différents chercheurs, biologistes, écologistes, sociologues ont commencé à proposer des cadres théoriques pour voir dans quelle situation on peut avoir la coopération qui émerge. Alors, un des jeux qui était proposé, c'est le jeu du dilemme de prisonnier. Et la situation est la suivante. Donc, imaginez que vous et votre voisin, là, vous êtes deux complices dans un crime quelconque. Vous êtes tous les deux arrêtés et la police vous met dans des cellules à part et on propose à chacun un marché. Ils disent à chacun, OK, si vous dénoncez votre camarade, vous allez être libéré et lui, il va en prendre pour 10 ans. Par contre, si tous les deux vous gardez le silence, ils n'ont pas assez d'indices pour vous condamner, donc vous allez prendre que pour 6 mois. Mais si tous les deux vous dénoncez mutuellement, il y a des témoignages accablants pour les deux, vous allez tous les deux prendre 5 ans. Mais le problème, c'est que si vous gardez le silence et que vous êtes trahi par votre copain, lui, il va s'en aller et vous allez en prendre pour 10 ans. Donc la question, c'est que faut-il faire? Garder le silence, c'est-à-dire coopérer, ou trahir? Donc je vais vous demander de vous mettre en binôme. Ne vous discutez pas. Vous regardez juste la personne à côté de vous. Vous décidez ce que vous allez faire. Quand vous avez tous les deux décidé, vous dévoilez vos choix. D'accord? Et on va voir ce que ça donne. OK? Vous notez sur un petit bout de papier ce que vous faites et vous montrez à chacun l'autre quel est votre choix. Et vous êtes dans des cellules à part, hein. Vous êtes isolés l'un de l'autre, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord. Hein.
Il faut que chacun décide individuellement. Ok, c'est bon là? Tout le monde, vous avez décidé? Alors, pour les résultats, je vais vous demander de lever la main, une main par binôme, ok? Ça va être plus facile pour moi pour compter. D'accord? Alors, pour les binômes, où tous les deux vous avez coopéré, levez la main. Bon. Une main par binôme, s'il vous plaît. Ça va. Ok, donc on a 20 binômes, tous les deux ils ont coopéré. Alors, les binômes, tous les deux ont trahi. 1, 2, 3. Et les binômes, il y a un qui a coopéré, l'autre qui a trahi. 9, ok. Donc ça, c'est notre résultat. Donc on a ces résultats-là. Alors effectivement, quand on fait ça, ce type d'exercice, dans une population où tout le monde vient un petit peu de la même culture, on parle la même langue, vous avez le même âge, vous êtes un peu dans la même formation, vous avez pas mal de choses en commun, vous vous côtoyez dans les cours, vous connaissez un petit peu. Souvent, on a ça, on a une tendance à coopérer. Ok? Et je pense que ça, c'est parce que tout un tas d'autres considérations viennent en jeu, c'est-à-dire, si on connaît la personne, on peut essayer d'imaginer, alors il est comment, elle est comment, qu'est-ce qu'elle va faire, vous le connaissez un petit peu, vous savez que vous pouvez faire confiance. Et aussi, vous dites, ouais, mais je veux pas le trahir, si je dis que je le trahis, il va penser que je suis pas bien, donc ma réputation va en souffrir, etc. Donc il y a des considérations sociales qui entrent en jeu. Et ça favorise ce type de comportement coopératif. Par contre, si on est dans le cadre d'un logiciel mathématique, okay, qui décide de dire qu'est-ce qui est le plus logique à faire, en dehors de toutes ces considérations théoriques, si je joue le dilemme de prisonnier une seule fois, le choix logique, c'est ça. OK? Parce que, en fonction de... Parce que c'est le moins risqué. OK? Donc, sur un jeu de dilemme de prisonnier, jouer sur un seul tour, le choix logique, okay, apparemment, c'est de trahir. Alors, est-ce que ça c'est vrai quand on fait des interactions à répétition? Donc ça, c'est la question qui était proposée par M. Axelrod à la fin des années 70. Et donc, il a proposé une sorte de tournoi informatique. Il a dit, voilà, on va jouer le jeu des dilemmes de prisonniers, pas en un seul tour, mais 20 tours répétés, entre deux algorithmes informatiques. Chaque algorithme va jouer à une stratégie quelconque. Et on va voir, et toutes les stratégies vont jouer les unes contre les autres. Et à la fin, on va voir qui c'est qui a qui a gagné le plus de points, et on va voir qui c'est qui a gagné et si la coopération émerge ou pas. Et donc, on a donné, je sais pas moi, plus, je pense que c'est plus 3 points si tous les deux, bon, allez, on va dire plus 3 points si tous les deux coopèrent, 0 points si tous les deux trahissent l'un l'autre, ou 1 point chacun, et si on trahit l'autre et l'autre coopère, on gagne 5 points et le perdant, il gagne 0.
Donc il y avait un système de points, quelconque, qui était un petit peu lié avec ces planètes-là. Alors, donc, il a demandé que des gens envoient des stratégies informatiques qui allaient jouer l'un contre l'autre. Donc, il avait coopérateur, lui, il coopère tout le temps et il ne change rien. Défecteur, lui, il va trahir tout le temps, quelle que soit la stratégie en face. Et puis, il y avait deux stratégies qui avaient des règles plus ou moins complexes pour décider ce qu'ils allaient jouer en fonction de ce que l'autre jouait en face. Et en fait, à la grande surprise, la stratégie qui a gagné, c'était une stratégie coopérative, pas une stratégie agressive qui trahissait l'autre. C'était la stratégie tit for tat. Et puis, c'était un algorithme extrêmement simple. Donc, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il coopère au premier tour. Et puis, il copie le dernier choix de son adversaire. Donc, il ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas, il fait juste un algorithme très, très simple. Et c'est cette stratégie-là qui a gagné le tournoi. Et qui a permis de l'émergence de la coopération. Pourquoi elle a gagné? Parce que contre les stratégies agressives, tit for tat ne se fait pas exploiter. Elle se fait exploiter la première fois, mais pas deux fois. Et contre les stratégies coopératives, pacifiques, bon, elle démarre une coopération parce qu'elle est ouverte, elle coopère en premier tour. Et en plus, elle coopère avec elle-même. Donc ça, c'était un petit peu les conditions nécessaires pour avoir une population qui va coopérer. Parce qu'il faut qu'il y ait des interactions répétées entre les individus et il faut en quelque sorte qu'on coopère au premier tour, il faut qu'on soit ouverte à la coopération, mais qu'on ne se fait pas avoir. Il faut qu'il y ait une sorte de justice qui est faite, qui est que les tricheurs soient punis. Sinon, c'est gratuit pour eux, ils peuvent tricher. Dans ces conditions-là, la coopération peut émerger. Mais, donc les conditions un petit peu pour l'émergence de la coopération dans ce type de système, c'est que, bon, il faut qu'il y ait des interactions répétées. On doit être capable d'identifier les différents individus de la population et de se souvenir de leurs actions. Mais on n'a pas besoin d'un langage parlé, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin d'un gouvernement, on n'a pas besoin de la police qui va venir vous punir que si vous ne faites pas bien. Donc, c'est quelque chose qui ne serait pas forcément restreint aux populations, aux sociétés humaines. Donc, est-ce que ça existe dans la biologie? C'est ça un petit peu la question. Donc, après ces résultats, dans les années 80, les biologistes ont cherché dans différents systèmes, dans différents contextes biologiques pour voir est-ce que la stratégie tit for tat, qui a été observée dans le système théorique, est-ce que ça existe réellement en biologie? Donc, apparemment, oui, mais les exemples sont très rares. Donc, le meilleur exemple qui a été trouvé, ce sont les chauves-souris vampires. Donc, comme je disais, souvent, il est observé que un individu va retourner à la cave sans avoir trouvé à manger. Et c'est très important pour les chauves-souris. Parce que si elle ne mange pas pendant 2 ou 3 jours, elle meurt. Donc, elle ne peut pas... au bout de 2 nuits sans manger, elles n'ont pas assez d'énergie pour voler. Voler, ça prend beaucoup d'énergie, donc elles ne peuvent pas sortir, elles vont mourir. Donc c'est très important. Alors, une autre chose qui est pertinent ici, c'est que boire du sang, ça prend de la place. Donc les chauves-souris qui ont bien mangé, ça se voit parce que leur ventre est gonflé. Donc, ce qui était observé, c'est qu'une chauve-souris qui n'a pas réussi à manger va s'approcher à une chauve-souris qui, elle, a un ventre bien gros là, et va commencer à caresser le ventre comme ça pour solliciter un don. Et le don, c'est que bon, l'autre chauve-souris qui a mangé va se retourner et va regurgiter un petit peu de son repas sanguin pour permettre l'autre chauve-souris à manger. Alors, en observant bien, les chercheurs ont trouvé que les dons de nourriture entre individus sont entre des individus non apparentés. Donc, ce n'est pas un cas de la kin selection. Les rôles de donneur-receveur sont souvent inversés. Donc, c'est vraiment l'altruisme réciproque. Ce n'est pas un cas de altruisme unidirectionnel. Et en regardant bien, ils ont vu que, en fait, ces dons-là, ce n'était pas indépendamment de qui était qui. C'est souvent les mêmes individus qui inversaient les rôles. Et ici, par hasard, il y avait une chauve-souris qui
qui a sollicité un don de nourriture une fois, elle reçoit quelque chose. Prochaine fois, c'est elle qui a mangé. On lui sollicite quelque chose en retour et elle refuse. Ben, dans ce cas-là, cette chauve-souris-là, elle ne bénéficie plus jamais elle bénéficie pas des dons de l'individu à qui elle a refusé de donner quelque chose. Donc il y a cette sorte de notion de punition et de copier le dernier comportement du partenaire que l'on avait vu dans la stratégie tit for tat. Donc, il semble bel et bien que ça existe dans cette situation-là. Mais les exemples observés en biologie sont rares. Okay? Donc, on peut conclure que les conditions ici ne sont pas souvent réunies en biologie, en réalité. OK. Donc, ça, c'est notre considération théorique. On va maintenant essayer d'élargir notre point de vue sur l'évolution du mutualisme. Et en essayant de garder quelques idées que l'on a compris ou qui ont été proposées par cette histoire de dilemme de prisonnier et des stratégies coopératives. Donc, une chose qui était très importante dans l'analyse du jeu du dilemme de prisonnier, c'était l'importance des interactions répétées entre les deux partenaires. Donc, c'est ça qui est important pour permettre l'émergence de la coopération. Et en biologie évolutive, les interactions répétées entre deux espèces mènent à ce qu'on appelle la coévolution. C'est-à-dire que chaque un des deux partenaires évolue en fonction des adaptations de l'autre partenaire. Donc, on peut avoir des coévolutions de type prédateur-proie. Okay, donc, le prédateur va devenir plus rapide pour essayer d'attraper plus de proies. Du coup, la proie va aussi être obligée de devenir plus rapide. Donc, on a une sorte de course aux armements entre les deux partenaires, une coévolution. Voilà, compétition. Donc, deux espèces sont en compétition pour le même niche écologique sur le long terme. Souvent, ce qui se passe ici, c'est qu'il y en a un qui va éliminer l'autre. Donc, on aura une sorte le principe de l'exclusion écologique. Il y aura une seule espèce spécialisée par niche écologique. Donc, prédation, compétition, ça n'amène pas vraiment à un mutualisme entre les partenaires. Mais ce que l'on a aussi, ce sont les coévolutions hôtes parasites et les mutualistes. Alors, dans tous les cas, quand on a une coévolution entre un hôte et un parasite, ou un hôte et son symbiote, dans le cas d'un mutualisme, quand on regarde les arbres phylogénétiques des espèces hôtes et des espèces parasites ou symbiotes, on voit que les deux arbres phylogénétiques sont aussi complexes l'un que l'autre. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une spéciation de l'hôte, on a une spéciation du parasite ou du symbiote. Donc ça, c'est ce qui nous permet de conclure à l'existence de la coévolution de ces espèces hôtes parasites. Donc on a, dans ce cas-là, bel et bien des interactions sur le long terme entre deux partenaires. Un qui est l'hôte et l'autre qui est le parasite. Alors, quelles sont les conditions qui vont permettre une interaction hôte-parasite, où évidemment le parasite, il est nuisible à l'hôte. Il l'aide pas, il donne rien. Il prend quelque chose de l'hôte et il ne donne rien en retour. Donc c'est une interaction égoïste. Donc, est-ce que ça peut évoluer vers un mutualisme où le parasite rend quelque chose à l'hôte? Ben, un facteur qui est important, c'est le mode de transmission. Donc, pour les parasites à transmission horizontale, c'est, bon, je ne sais pas, si j'ai la grippe, je vais venir devant de la salle, j'éternue, puis les gens dans le premier rang sont infectés. Là, c'est une transmission horizontale. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de lien de parenté entre les hôtes infectés à chaque génération du parasite. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle la transmission verticale. Transmission mère-enfant, in utero, ou avec la naissance, ou avec l'allaitement, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, chaque génération de parasites
va infecter une génération de l'autre qui a un lien de parenté. Et ici, deux choses sont importantes. C'est-à-dire que si le parasite veut se reproduire, il faut que l'hôte survive aussi jusqu'à l'âge de se reproduire, parce que sinon, si le parasite tue son hôte à un jeune âge, il ne peut pas se transmettre parce que il peut pas, l'hôte sera tué et ne pourra pas se reproduire, et puis voilà, c'est fini pour le parasite aussi. Donc dès que un parasite adopte un mode de transmission vertical, exclusive, il va agir en quelque sorte comme un élément génétique de l'espèce hôte. Et ce qu'on a vu en génétique des populations, c'est si on a un élément génétique qui est néfaste, qui diminue la valeur sélective de l'individu, cet élément génétique va être éliminé de la population par la sélection naturelle. Donc à long terme, le parasite, il a intérêt à devenir moins pathologique et évoluer vers un mutualisme s'il veut survivre lui-même, dans le cas où on a une transmission verticale. Alors, ça c'est la prédiction théorique. Donc est-ce que c'est vrai? Donc un exemple qui est assez intéressant de regarder, c'est chez les alpha-protéobactéries. Donc c'est une grande famille de bactéries gram-, et dont certaines espèces, dont certains genres en fait, vivent ou peuvent vivre en tant que bactéries intracellulaires. Donc on a certaines espèces chez les alpha-protéobactéries qui sont des espèces pathogènes. Rickettsia, Bartonella, Brucella. Rickettsia, c'est ce qui donne typhus. Et dans ce cas-là, on a une transmission horizontale. Typhus transmis par des poux. Okay, donc, un individu infecté, transmission horizontale à un autre. Dans ce cas-là, transmission horizontale, pathogénicité. Certaines alpha-protéobactéries, les rhizobiacées, sont impliquées dans les symbioses. Et les mitochondries sont dérivées des alpha-protéobactéries. Évidemment, les mitochondries sont transmis de génération en génération, de mère via la lignée maternelle. Donc il y a une transmission verticale des mitochondries. Dans ce cas-là, on a une symbiose. Pour les rhizobiacées, ce n'est pas tout à fait ça, parce que les rhizobiacées doivent être récupérées par les racines de la plante. Il n'y a pas de transmission verticale ici. Alors, une autre espèce ou un autre genre de alpha-protéobactéries sont les Wolbachia, qui sont des petites bactéries intracellulaires que l'on retrouve chez les invertébrés. Donc, la question c'est, est-ce qu'ils sont des parasites, sont-ils des parasites ou des mutualistes? Et les Wolbachia se transmettent par voie verticale comme des mitochondries. Donc, si la théorie est correcte, on doit trouver des mutualistes chez les Wolbachia. Alors, quand on regarde selon l'espèce hôte, chez les nématodes, ce sont effectivement des mutualistes. Chez les arthropodes, chez les insectes, ce n'est pas le cas. Ce sont encore des parasites. Donc ça, c'est un bon endroit à regarder pour voir si cette espèce parasite est en train de devenir un mutualiste. Parce que notre théorie nous dit, s'il y a une transmission verticale, le parasitisme ici doit évoluer vers un mutualisme. Donc il y a des recherches qui essaient de comprendre l'interaction Wolbachia-hôte pour voir si, oui ou non, la prédiction théorique est confirmée. Alors une chose que font les Wolbachia pour se maintenir, même si elles sont néfastes pour l'hôte, c'est de modifier le système de reproduction de l'hôte pour favoriser sa propre transmission. Donc elles restent des parasites, des pathogènes pour l'hôte insecte, mais elles ne sont pas éliminées par la sélection naturelle parce que de l'autre côté, elles favorisent leur propre transmission. Mais dans d'autres cas, on a les indications que effectivement l'interaction Wolbachia-hôte est en train de devenir quelque chose de plus mutualiste. Donc dans au moins une espèce de guêpe, la reproduction de l'hôte est devenue dépendante de la présence du parasite, de Wolbachia. Donc vraiment, l'espèce est maintenant en train d'évoluer vers une sorte de symbiose où l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Le Wolbachia ne peut pas vivre de façon indépendante de l'autre,
et dans ce cas-là, l'hôte ne peut pas vivre sans le Wolbachia. Donc on a vraiment une symbiose qui s'est créée ici. Deuxième cas, c'est que chez le drosophile, on peut éliminer le Wolbachia. On traite des insectes par des antibiotiques. Elles peuvent éliminer leur Wolbachia. Donc l'hôte peut survivre sans le symbionte, sans le parasite. Mais dans ce cas-là, les insectes deviennent plus susceptibles aux infections par des virus. Donc le Wolbachia aide l'hôte en quelque sorte. Donc ce n'est pas uniquement une relation de parasitisme aussi. Donc le Wolbachia tire un petit peu quelque chose de l'hôte, et l'hôte lui donne de quoi manger et de se reproduire, mais le Wolbachia aide à l'hôte de résister à d'autres conditions environnementales. Donc ici aussi, on est vraiment en train d'assister à une transition entre un parasitisme et un mutualisme chez certaines espèces de Wolbachia. Alors, donc ça, c'est une explication, au moins pour l'émergence de certaines symbioses dans la nature. Okay? Est-ce que ça explique tout? Donc, les symbioses qu'on avait évoquées au départ, c'était les lichens et les coraux. Chaque fois, on a une interaction entre une espèce, donc soit une moisissure, soit une espèce animale qui va interagir avec une plante photosynthétique, algues ou cyanobactéries. Et on peut se poser la question, est-ce que la symbiose est maintenue par une transmission verticale? Parce que c'est ça un peu notre prédiction théorique. Dans certains cas, oui, notamment pour la reproduction végétative des lichens. Donc l'algue symbiote se reproduit avec l'hôte en moisissure. Mais dans beaucoup de cas, notamment lors de la reproduction sexuée, l'hôte se reproduit à part et il doit récupérer un onde de symbionte très tôt dans son développement. Donc on n'a pas la transmission verticale systématique des symbiontes. Et en plus, les organismes photosynthétiques qui sont impliqués dans ces symbioses peuvent survivre de façon indépendante, ce qui n'est pas le cas pour les Wolbachia ou les autres parasites qu'on a regardés. Donc, ces interactions symbiotiques ne semblent pas dériver d'une relation hôte-parasite. C'est autre chose. Okay? Donc, éventuellement, on peut imaginer que c'est une sorte de modification d'une relation prédateur-proie, notamment chez les coraux. C'est une espèce animale qui va internaliser une espèce de plante. Donc, peut-être c'est une relation prédateur-proie qui est un petit peu modifiée pour maintenir un petit peu des algues en vie à l'intérieur de l'organisme. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on a une bonne compréhension des différentes étapes dans l'évolution de ces interactions symbiotiques. Alors, pour voir si vous avez compris ça, je vous propose un petit peu cette petite question. Parasitisme, mutualisme. Et pour répondre à cette question-là, il faut bien comprendre que le parasite va rester pathologique, il va rester pathogène, il ne va pas changer sa biologie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, tout le monde a réfléchi à ça? Alors, qui dit 1? Ça va mener à la disparition de l'hôte. Qui dit 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Qui dit non, c'est le parasite qui va disparaître.
à peu près un nombre égal, à peu près une dizaine, et qui dit qu'il y aura un équilibre entre le parasite et l'hôte. Peut-être la majorité. Hein. Donc on a peut-être, je sais pas moi, on va dire un quart et la moitié qui disent ça. Enfin, il faut raisonner ça un petit peu en termes de sélection, de génétique des populations. Ok? Donc, on a 90% de la population qui est parasitée, 10% qui n'est pas parasitée. Donc ça, c'est notre génération G0. La génération G1, tout le monde ici va survivre. Donc on aura 10%. Ici, c'est la population qui est parasitée. Donc peut-être ils ne vont pas survivre ou se reproduire aussi bien. Donc ils vont peut-être diminuer à 80 à cause des effets néfastes du parasite. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va reproduire ce scénario de génération en génération, et puis il n'y aura pas vraiment de communication ici. Ok, bon, bah, ils vont se reproduire ensemble éventuellement, mais ça va quand même fonctionner comme ce qu'on a vu en génétique des populations. Le trait être parasité va devenir de moins en moins fréquente dans la population, et à terme, ça va tendre vers zéro. Ok, ça va être transmis comme un allèle délétère. Et les populations non parasitées vont finir par être majoritaires et va finir par dominer la population. Donc, si la biologie du parasite ne change pas, ce qui va se passer par simplement la sélection naturelle, c'est qu'on aura à chaque génération une meilleure survie d'individus non parasités, et du coup, ça va mener à la disparition du parasite à terme. D'accord ? Et c'est pour ça que si le parasite veut se maintenir avec une transmission verticale, il faut qu'il devienne moins pathogène et aller vers un mutualisme. Ok, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, donc on va vers la fin sur le résumé. Alors, donc ça c'était un petit peu l'historique de différents points de vue théoriques sur l'évolution de la coopération. En 2000, depuis les années 90-2000, il y a eu des recherches un petit peu plus poussées au point de vue mathématique et théorique sur ces questions-là. Et je tire ces schémas d'un article de Martin Nowak, c'était un mathématicien qui a étudié des questions en biologie, publié en Science en 2006, où il essaie de faire le résumé de tous les systèmes qui permettent de l'émergence de la population, de la coopération. Donc, le premier, c'est coefficient c'est la kin selection. Et le critère essentiel, c'est respecter la règle d'Hamilton où le coefficient de relation, c'est ce qui est le plus important. Je vais coopérer si l'autre individu est un parent proche à moi. Plus le parent est proche, plus je vais être d'accord pour coopérer. Deuxième modèle, l'altruisme réciproque, le jeu de dilemme de prisonnier, tit for tat, etc. Donc, moi, je donne quelque chose et je reçois quelque chose. Dans ce cas-là, ce qui est critique ici, c'est à chaque fois, c'est le coût que l'on supporte. Quand on donne quelque chose, B, c'est le bénéfice qu'on retire. Et ici, ce qui est critique, c'est la probabilité d'une deuxième rencontre. Donc, c'est pour ça que les interactions répétées, très importantes. Quand on regarde dans les populations humaines, la plupart de nos interactions avec des gens que l'on voit comme ça, on ne connaît pas si on va les rencontrer une deuxième fois. Mais néanmoins, on coopère avec eux. Donc ça n'explique pas tout, en tout cas en sociologie, en société humaine. Un autre système qui permet l'émergence de la coopération, c'est l'altruisme indirect. Donc cet individu ici, il donne quelque chose à l'individu bleu foncé. Le bleu foncé lui rend pas quelque chose à lui, mais il rend quelque chose à un autre individu. Et le bleu foncé s'attend à son tour qu'il va recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre dans la population. Alors, ça, c'est l'altruisme indirect. Le critère essentiel ici, c'est la probabilité de connaître la réputation de la personne à qui on va donner. Parce que c'est une sorte de chaîne, là. Donc, on donne quelque chose, on attend quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas briser la chaîne.
Donc on va aider les gens que l'on pense sont viables, qui sont bons, qui vont donner quelque chose en retour. Donc ça peut paraître un petit peu le monde de bisounours, tout le monde est bien, tout le monde est gentil, je te donne quelque chose, je sais que tu vas transmettre quelque chose à ton tour parce que tu es sympa. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est beaucoup plus réel et froid que ça. Quand je vais acheter mon pain le matin, la boulangère, elle me donne du pain, quelque chose que je peux manger qui m'aide à survivre. Est-ce que je lui rends quelque chose qui peut l'aider à survivre ou à se reproduire? Non. Je lui donne une pièce. Ne cherchez pas n'allez pas imaginer les trucs. Hein. Non, je lui donne une pièce d'argent. Une pièce d'argent, c'est quoi? C'est une promesse que quelqu'un d'autre va lui donner quelque chose dont elle a besoin. Donc c'est vraiment ça. Donc l'économie, l'argent, c'est ça, ça marche par l'altruisme indirect. Parce que l'argent, c'est la réputation que la personne qui me donne quelque chose aura quelque chose en retour par la suite. Et ça marche à cause de ça. Donc un autre système qui permet l'émergence de la coopération, c'est la réciprocité sur réseau. Donc les interactions ne sont pas répétées éventuellement dans le temps, mais dans l'espace. Okay, donc ce qui est important, c'est d'être connecté avec beaucoup de voisins. Parce que là, on peut avoir des réseaux d'individus qui coopèrent entre eux. Et dernière chose qui semble être possible, c'est la sélection de groupe. Parce que si vous vous souvenez bien, Wynne Edwards était critiqué par les théoriciens qui ont dit « ça ne va jamais marcher votre truc ». Mais ils avaient parlé un peu trop vite parce qu'ils n'avaient pas vraiment calculé les trucs. Est-ce que la sélection de groupe sera toujours plus faible que la sélection au niveau de l'individu? Martin Novak et ses collaborateurs, eux, ils ont fait le boulot mathématique qu'il fallait et ils ont déterminé quelles sont les conditions nécessaires pour que la sélection de groupe puisse être plus importante que la sélection au niveau de l'individu. Donc, ce qui est important, c'est la taille maximale de groupe, le nombre d'individus dans le groupe et le nombre de groupes qui sont en compétition entre eux. Donc, dans certaines conditions, la sélection de groupe semble être possible. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait son grand retour dans l'évolution de la coopération. OK, donc ça, c'est le résumé pour vous. Je ne vais pas le relire. Donc, pensez à ça quand vous allez reviser le cours. Et puis, on se revoit dans 2 semaines.